Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et Zogma, à quoi tu joues? Aujourd'hui, on va parler que de 4 vieilleries, entre guillemets. C'est le résidu des jeux que je n'ai pas présenté la semaine dernière, puisque cette semaine, j'étais en vacances à Colmar et je n'ai emporté normalement aucun jeu de société, ou peut-être un, je ne sais pas. On verra bien. Mais du coup, je vous présente des jeux auxquels j'ai joué les derniers temps. On va parler de Aerion, on va parler de Capital Lux 2 Génération, on va parler de l'île des Prédateurs et de Dreamscape. Donc vraiment, zéro nouveauté. Et allez, on va commencer par l'île des Prédateurs. Ça faisait longtemps que j'y avais pas joué. D'ailleurs, j'ai perdu le petit truc qui le met là. Je suspecte ma fille de l'avoir piqué un jour. Je suis un peu dégoûté parce que j'aime bien quand c'est tout propre et tout net dans une collection. Et du coup, je n'ai plus le petit truc. Et c'est sûr que je l'ai plus parce que depuis le temps que je ne l'ai pas sorti, j'ai quand même fait le ménage une paire de fois dans ma pièce. Je l'aurais trouvé s'il était par terre. L'île des Prédateurs, c'est un jeu fait par Scott Ames, donc Warp's Edge, donc pas mal de jeux de la gamme des microgames, parce que c'est un microgames de chez Matago. C'est un jeu, je l'avais acheté en même temps qu'au Griffon Fonfon, donc au mois de décembre, ou peut-être même novembre 2022, donc il a quand même quasiment un an. Et c'est un jeu qui est plutôt sympa, mais il ne m'avait pas des masses plu au départ. J'avais trouvé ça un petit peu moyen comparé au Griffon Fonfon, puisque c'est un jeu où vous avez des animaux, vous en avez 16. Vous les mettez aléatoirement dans une grille de 4 par 4, et c'est l'île des prédateurs. Les animaux vont se bouffer les uns les autres. Le but, c'est d'arriver à la fin de la partie où il ne vous reste plus que 3 animaux maximum sur votre grille. Idéalement, j'allais dire 0, mais il en reste forcément toujours 1. Les animaux ont plusieurs caractéristiques. Ils ont un chiffre de 1 à 16. Et puis, ils ont aussi un petit texte en dessous. Pour manger un animal, il faut être adjacent à un autre. Et puis, un animal, le 15 par exemple, qui est l'ours. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas... Non, il n'y a pas de 16, ça va de 15 à 0. L'ours, eh bien, il va pouvoir manger du 14, du 13 et du 12. Chaque animal ne pourra manger que 3 de valeur en dessous de lui. Donc, le 15 va manger le 13, il se met sur la case du 13, l'ours va devenir de plus en plus gros, hein. Chaque fois qu'il mange quelqu'un, il se met au-dessus. Et puis l'ours, il y a un pouvoir qui va vous dire, l'ours c'est simple, c'est une fois qu'il a mangé, il ne peut pas manger au tour d'après. Bah oui, ça serait trop simple, si la grille aléatoirement est bien placée, boum, 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 l'ours comme c'est le plus fort, bon, il faut toujours qu'il n'y ait que 3 d'écart, mais il pourrait manger quand même pas mal de monde et vous déblayer un petit peu la grille. L'ours, ça vous dira qu'il ne peut pas se déplacer la fois d'après. Je sais pas, là je dis des bêtises, vous avez la chauve-souris, mais je vais vraiment me tromper, quand elle mange, eh bien vous allez pouvoir inverser de position 2 cartes. Vous allez du coup devoir gérer toutes ces cartes, leur déplacement, les unes par rapport aux autres, parce que chacun, quand vous mangez quelqu'un, ça va activer le pouvoir du prédateur, qui va des fois vous arranger parce que vous allez pouvoir rapprocher des cartes, des fois vous embêter parce qu'au contraire, ça va éloigner des cartes. Le but, c'est d'arriver à 3. Vous allez pouvoir jouer avec 2 jokers qui sont la baleine et le dauphin, le pieul, le poulpe, je sais plus. L'une qui va vous permettre de déplacer un animal de votre choix, et l'autre qui va pouvoir vous permettre de manger un animal adjacent, même si la valeur n'est pas dans les normes. J'avais trouvé, ce qui m'avait déçu au départ, c'est que j'avais trouvé le jeu trop simple. Finalement, à chaque partie, il me restait les 3 cartes, c'était du 100% de victoire, je trouvais pas ça très rigolo. Finalement, il faut vraiment voir cette règle-là comme le mode de base. Moi, ce que je fais pour que le jeu soit quand même avec un taux de victoire cohérent, c'est que je considère que pour gagner, il faut qu'il me reste 2 animaux au moins. Le 3 pour moi c'est une défaite. Et puis je garde qu'un des 2 animaux marins que je ne choisis pas. Je mélange et j'en choisis un des 2 aléatoirement. Ce qui reste du coup un niveau de difficulté encore assez simple. Les gros hardcore gamers joueront sans les animaux marins et avec qu'un seul animal à la fin. Mais du coup, comme ça, je trouve que le challenge est suffisamment intéressant. C'est pas du 100% de victoire, on s'approche plutôt du 50% et c'est plutôt rigolo. Les illustrations sont quand même très très cool, c'est très mignon, un petit fond bleu, un petit dessin d'animal tout mignon, ça marche plutôt bien. Il faut juste augmenter légèrement la difficulté parce que le mode de base est beaucoup trop simple. Il y aura une extension prochainement qui va rajouter des animaux, j'attends de voir ça. Alors d'ailleurs, tiens, la chauve-souris c'était quoi? Déplacez-la vers n'importe quelle autre case. Oui, donc quand elle a mangé, elle se téléporte ailleurs, donc la chauve-souris est quand même plutôt pas mal. Il y aura une extension prochainement avec d'autres animaux. Je sais pas si c'est vraiment utile parce que là, comme ça, les animaux me semblent quand même pas mal intéressant, donc j'imagine que ça va rajouter 16 nouveaux animaux, mais je sais pas si c'est très utile. Donc finalement, un jeu plus sympa, mais il faut augmenter un peu la difficulté, sinon vous ne trouverez aucun intérêt au jeu. Ensuite, Aerion de la gamme de Shadi Torbé de chez Impatience, qui a fait une gamme avec tout plein de jeux, et moi je les ai tous achetés d'un coup quand ils sont sortis chez cette édition-là, et puis je m'en fais un de temps en temps. Souvent, je vous en parle, quasiment toujours, je vous en parle dans les Ezogma. De temps en temps, je vous fais une petite partie du jeu. Aerion, je ne sais pas si je vous en ferai une vidéo. J'avais l'impression qu'il n'y en avait pas beaucoup sur internet, mais finalement quand on tape Aerion solo, il y a quand même pas mal de jeux, pas mal de vidéos sur Aerion, donc je ne sais pas si YouTube a besoin de moi pour parler d'Aerion.
Donc c'est une gamme de jeux exclusivement solo, même si ça peut jouer à 2 joueurs, mais la base de cette gamme de jeux, c'est que ça soit solo. On est toujours dans le même univers, c'est-à-dire que c'est toujours la même illustratrice qui s'appelle Elise Plessy, qui va faire un dessin très sympa, toujours très crayonné, toujours dans un univers assez onirique. Franchement, le design, c'est toujours très cool. En plus, le packaging de la boîte, c'est toujours un plaisir. On a la règle, et puis on a, bon là, tout se barre, mais on a toujours une petite boîte comme ça qu'on peut ouvrir. C'est quand même toujours un très bel objet avec une petite figurine qui sert pour un des modes de jeu, mais qui est souvent en plus là pour la collection. Et aussi, l'autre base de ces jeux, c'est qu'on a toujours une édition de base, un jeu de base, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6 micro-extensions qui permettent d'enrichir le jeu. Et enfin, parce qu'on va arriver quand même au bout, la dernière particularité de cette gamme, c'est que chaque jeu va revisiter une mécanique. On l'avait vu il n'y a pas très longtemps avec Sylvion, c'est du deck building avec Castellion, c'est de la pose des tuiles avec... Enfin bref, chaque jeu a sa petite mécanique de base. Là, Aérion, c'est du lancer de dés. Du lancer de dés où il faut faire une combinaison particulière pour récupérer une carte. Le but, ça va être de réussir à construire 6 bateaux qui volent. Donc comment on appelle ça? C'est pas des montgolfières pour le coup, c'est des vaisseaux volants, tout simplement, transportant les rêves dans les cieux de l'univers. Pour créer ces vaisseaux, eh bien, il faut que dans nos ateliers, on arrive à récupérer un plan, le plan du vaisseau, un type de matériaux de construction, et ensuite qu'on y rajoute le pilote, le conducteur. On ne peut jamais mettre le pilote avant d'avoir le plan et les matériaux. Et comment on récupère ça? Eh bien, avec des lancers. On va pouvoir lancer les 6 dés, je crois, et quand on lance les 6 dés, soit ça correspond à un des objectifs de carte, on prend la carte, on la met où on veut, soit ça ne correspond pas, et dans ce cas-là, on peut relancer tous les dés que l'on veut, mais il faut défausser une des cartes de la ligne. Et ça, on le fait du coup soit jusqu'à ce qu'on choisisse une carte qui nous intéresse, soit parce qu'on ne peut plus, parce qu'on a défaussé toutes les cartes. Et à partir du moment, s'il n'y a plus du tout de cartes dans les piles, la partie est terminée. Donc soit on a réussi à construire les bâtiments, on a gagné, soit on n'a pas réussi, on a perdu. Le jeu marche plutôt bien, c'est assez facile à comprendre, on lance les dés, on les relance jusqu'à ce qui nous intéresse. Et il y a clairement une petite stratégie à avoir. Il y aura 6 piles de cartes différentes, chaque pile correspond finalement à un plan potentiel de vaisseau. Il y aura plusieurs piles qui correspondra à un type de pilote, plusieurs piles qui correspondra à un type de matériau. Donc clairement, il y a certaines zones, si on a défaussé toutes les cartes alors qu'on n'a pas encore eu ce type de matériau qui nous intéresse, on sait déjà qu'on a perdu. Donc il y a une petite stratégie, une petite orientation. Il y a moyen de mitiger un peu l'aléatoire avec des cartes rêves, ou je sais plus comment ça s'appelle, qui vont nous aider. Ça marche bien, mais finalement, une fois qu'on a fait 2-3 parties, on a l'impression d'avoir un petit peu fait le tour du jeu. Et généralement, c'est là où on rajoute les extensions qui vont rajouter des petits gimmicks. J'ai rajouté la première extension qui va nous demander de construire un bateau supplémentaire qui nécessite toutes les ressources, mais on a toujours, quand on a malus, un avantage, c'est qu'on va tirer aléatoirement au début deux cartes qui vont nous donner souvent des petits bonus. Cette extension est plutôt sympa, mais finalement, ça ne rajoute pas grand-chose au jeu, ça nous donne un avantage qui va rendre le jeu des fois un peu plus facile, et un bâtiment à faire, un vaisseau à faire avant la fin du jeu. Donc j'ai rajouté une deuxième extension. La deuxième extension qui va juste nous demander, qui va nous rajouter, je ne sais même plus, des sabliers dans les piles, et à la fin de la partie, il faut qu'on ait fait les 6 sabliers de 6 couleurs différentes. Donc finalement, ça ne change absolument pas le gameplay, ça je rajoute juste un objectif en plus, qui est exactement le même que les autres globalement. Et j'ai lu du coup les règles des extensions 3, 4, 5 et 6, et c'est exactement pareil, c'est que ça ne change jamais rien au jeu. Alors j'ai pas lu la règle du 6ème, parce que j'ai eu la flemme et qui était un petit peu plus longue, si ça se trouve c'était l'extension qu'il fallait, mais là j'ai l'impression que finalement ça ne change rien au jeu, c'est toujours le même lancer de dés, toujours défausser une carte pour pouvoir relancer les dés, toujours faire nos objectifs, c'est juste que ça rajoute de plus en plus d'objectifs, et que forcément si ça rajoute de plus en plus d'objectifs, gagner est de plus en plus difficile. D'habitude les extensions changent un peu l'idée, la réflexion, etc. Là j'ai pas l'impression que ça changeait grand chose. Les cartes sont très jolies, les dés sont beaucoup moins beaux parce qu'ils sont uniformes et bleus, et une fois qu'on a fait 3-4 parties, on a fait le tour du jeu. Donc moi, c'est quand même une petite déception, ce Aérion. Je le dis pas souvent sur cette gamme, je l'avais dit pour Castellion, et Aérion, c'est également une déception. Ensuite, Capital Luxe Génération 2 ou Capital Luxe 2 Génération, c'est un jeu édité par Pixie Games, un jeu de Elif Svensson et Christian Osby. C'est un jeu qu'une abonnée, parce que je me rappelle juste que c'était une fille, m'a conseillé quand j'avais parlé de mes tops de jeux solo. Et je l'ai trouvé en solde cet été, donc je me suis dit il est en solde, je vais foncer dessus. En plus c'était vraiment pas cher, je crois que c'était 10€. J'ai mis un peu de temps à le tester, et effectivement c'est un très bon jeu solo, peut-être même mieux qu'en multijoueur, mais comme d'hab je n'y ai pas joué en multijoueur. On va jouer contre un adversaire, et c'est dans un univers où il y a 4 grandes familles qui vivent en harmonie dans une ville, mais pour que cette harmonie
persiste, eh bien il ne faut pas que ces familles s'enrichissent trop, deviennent trop puissantes, il faut qu'elles investissent dans la capitale. Comment ça va se résumer ça en jeu? C'est qu'on va avoir un petit plateau personnel, on va pouvoir jouer des cartes qui vont avoir une valeur de 1 à 6, je crois, ou 1 à 5, je ne sais plus. Non, 6 parce qu'il y a une carte 6 sur le côté. Une famille bleue, une famille rose, une famille jaune, une famille verte. Et puis vous allez avoir une capitale avec exactement la même chose. Et puis à la fin de la manche, qui va se déclencher plus ou moins rapidement, eh bien, on va faire la différence entre les valeurs qu'il y a dans la capitale et les valeurs qu'il y a dans notre ville. Il ne faut pas qu'on soit plus puissant que la capitale. Donc c'est-à-dire qu'en bleu, on va regarder toutes les cartes qui sont dans la zone bleue. On va faire la somme. Si dans la capitale il y a 6 et que moi j'ai 8, je suis plus puissant que la capitale, c'est pas bon, je défausse toutes mes cartes bleues, je marquerai 0 points. Si je suis plus bas que la capitale, que j'ai par exemple 7, et dans ce cas-là, je garde mes cartes. Mon adversaire va faire pareil, il a 6, eh bien c'est moi qui suis majoritaire, c'est moi qui ai le plus de points dans la capitale sans dépasser la capitale. Et bien dans ce cas-là, c'est moi qui gagne des points et je vais choisir dans cette zone de la capitale la carte la plus forte que je vais mettre d'un côté, ça me fera le nombre de points qu'il y a sur cette carte. Donc c'est une carte 6, ça me fera 6 points. Et on va faire ça pour chacune des villes. Et donc en jeu, on va avoir des cartes en main qu'on va avoir à base de draft, qu'on va faire avec la pioche. Et du coup, quand j'ai une carte, est-ce que je décide de la mettre dans ma ville, au risque de peut-être être supérieure à la capitale, ou est-ce que je décide de la mettre dans la capitale, et dans ce cas-là, pendant ce temps-là, peut-être que moi je ne vais pas avancer dans ma ville, alors que les autres vont avancer dans leur ville. L'avantage de jouer dans la capitale, c'est que il y a un pouvoir tiré aléatoirement, un pouvoir aléatoire pour du bleu, un pouvoir aléatoire pour le rose, ainsi de suite, ce qui fait que chaque couleur de ville, de famille, a je crois 4 ou 5 pouvoirs différents, x 4, donc ça fait une rejouabilité assez folle. Il y a écrit 256 combinaisons possibles, et les pouvoirs sont quand même très différents. Ils rajoutent tous des petits modules. Des fois ça va être des révoltes, des fois ça va être des ouvriers, carrément une fois une piste supplémentaire, on va pouvoir avancer. C'est vraiment des petits modules très intéressants qui changent vraiment la réflexion du jeu, qui vont rajouter des pouvoirs assez sympas, qui vont des fois rajouter des pouvoirs assez forts. Et donc, ça va des fois être très 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 intéressant d'aller jouer sur la capitale pour pouvoir récupérer ce pouvoir, pour avoir plus de cartes en main, pour se défausser plus, etc. Et finalement, déjà, le jeu, à la base, est assez original de miser sur la capitale ou nous. Mais là, en plus, on va avoir tous ces petits modules, tous ces petites règles supplémentaires qui sont très simples à comprendre. On a un peu peur au début parce qu'on a une fiche avec les 4 modules pour chaque couleur. On va dire que la première partie va être assez rébarbative. La plupart des petits modules s'expliquent en 10 secondes et souvent sont assez simples, mais ça rajoute un petit truc en plus qui fait que les parties entraînent de la réflexion. En solo, ça marche très bien parce qu'on va jouer contre un automa qui aura son petit paquet de cartes automa. Vous tirez une carte, ça vous dit globalement si lui il joue dans la capitale ou s'il joue chez lui. Et puis la partie va se terminer quand il aura joué 3 cartes rouges. Quand il y a 3 cartes rouges, eh bien on passe à la phase justement de comparaison avec la capitale. Donc on ne saura jamais vraiment quand va se terminer la partie. Bien sûr que tant qu'il a tiré aucune carte rouge, on sait qu'on a le temps. Et quand on est à partir de la deuxième carte rouge, eh bien là, on ne sait pas vraiment, on est dans le money time, ça peut être directement au tour d'après ou ça peut être 5-6 tours après. Un jeu qui est très sympa, qui prend pas trop de place sur la table, même si avec les extensions, tous les petits modules, en fonction des modules, ça peut commencer à prendre pas mal de place parce qu'il y a toujours des petits marches, etc. Mais c'est quand même d'une fluidité exemplaire, c'est assez malin, ça se joue assez rapidement, ils disent 15 à 40 minutes, en solo je pense que c'est 20 minutes. Je pense que j'en ferai une partie sur la chaîne, puisque c'est quand même assez notable et je pense que c'est un jeu dont on parle pas beaucoup et ça marche vraiment très bien en solo. Donc je te remercie, toi qui me l'avais conseillé, c'est une belle petite découverte. On va arriver maintenant sur le dernier jeu, Dreamscape, le premier jeu édité par Silex maintenant il y a une paire d'années, mais c'était leur premier jeu. Un jeu de David Oslos et également illustré par lui-même. C'est d'ailleurs illustré de toute beauté, on est dans un univers à Dreamscape, on va créer nos rêves, on va essayer d'échapper au cauchemar et c'est vrai que c'est très 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 beau, c'est magnifique même. C'est de toute beauté, moi je l'avais récupéré il y a une paire de mois dans les ventes flash Philibert. On peut se dire que s'il est dans le vente flash Philibert, c'est pas pour rien. Ceci dit, j'avais quand même acheté. Le jeu a également des bonnes critiques. Et moi, je suis très mitigé par le jeu. C'est clairement un puzzle game. Le jeu est, je pense d'ailleurs, très très bon en multijoueur, mais en solo, c'est impossible. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh bien, vous allez avoir un petit plateau personnel et vous allez tirer petit à petit au cours de la partie des objectifs qui vont vous dire, eh bien, avec les pions que vous allez récupérer en cours de la partie de différentes couleurs, il faut réussir à faire la figure qu'il y a sur votre carte. Mettre par exemple un jeton bleu, puis un jeton blanc, puis un jeton vert, avec un petit bonhomme sur le pion du milieu, et puis une ligne droite de 3 bleus juste à côté. Bref, vous avez une figure, vous devez faire exactement la même sur votre petit plateau. Quand c'est fait, vous marquez des points. Celui qui a plus de points à la fin de la partie gagne. Comment vous allez récupérer ces jetons de couleur? Et bien sur le plateau, vous allez vous déplacer avec vos personnages. Et à chaque tour, vous avez 4 points d'action pour
utiliser tout ce qui se passe sur un gros plateau. Sur ces plateaux, il y a des planètes avec des jetons tirés aléatoirement, donc des différentes couleurs, et avec ces 4 points d'action, soit vous vous déplacez, soit vous prenez un des jetons les plus à droite, soit vous utilisez le pouvoir de la planète qui va vous permettre de récupérer des cartes pour avoir plus d'objectifs, qui va vous permettre de changer la position des jetons sur une planète, etc. Et puis, il y a un truc qui est très malin, c'est que vous allez avoir des mouvements clés. C'est que sur votre planète, il y a forcément un jeton qui est le plus à gauche. Et bien, si dans votre main, dans les jetons que vous avez déjà récupérés, vous avez la même couleur que le jeton le plus à gauche d'une planète, vous pouvez vous y déplacer sans déplacer un point d'action. Donc le but, ça va être vraiment d'essayer de comboter, d'avoir le plus de déplacements gratuits pour aller chercher vraiment les jetons qui vous intéressent pour pouvoir faire votre création. Donc ça marche très bien, c'est très réfléchi comme jeu, il faut bien penser à son combo pour faire en moins de tours possible, parce que la partie est très rapide, c'est, je sais plus, c'est 6 tours, mais les tours s'enchaînent vraiment très très vite, vous n'allez pas avoir le temps de créer beaucoup de constructions différentes, donc il va vraiment falloir essayer d'optimiser ces mouvements pour récupérer les ressources qui nous intéressent. Donc en multijoueur, c'est très bien, vous jouez contre un autre joueur, c'est pas frustrant, vous avez tous le même niveau, vous êtes tous mauvais, mais vous amusez. En solo, en mode facile, parce qu'il y a 3 niveaux de difficulté, c'est impossible. Monsieur Cauchemar, on va affronter Monsieur Cauchemar qui va poser des jetons rouges sur le plateau à chaque déplacement, va avoir 2 petites cartes qui vont nous dire, en fonction du niveau de difficulté, eh bien dès qu'il a, en niveau facile par exemple, 3 jetons verts, il active l'action verte. Dès qu'il a 3 jetons bleus, il active le jeton bleu. Dès qu'il a tel truc, il active son pouvoir de telle couleur. Et à la fin du tour, pour chaque jeton rouge qu'il aura lui dans sa main et sur le plateau, il marquera 3 points de victoire. C'est-à-dire que lui, dès le premier tour, il vous marque généralement 9 points. Il vous marque quasiment toujours au moins 6 points par tour. Plus, dès qu'il a des jetons bleus sur le plateau, il va marquer 2 points par jeton bleu. Il va tout le temps marquer des points, ça va être assez fou. Donc des fois, on va pouvoir essayer de l'embêter, de lui retirer quelques jetons, mais il va marquer. Il finit toujours une partie aux alentours de 80 points. Là où moi, sur ma meilleure partie, j'ai fait 50 points. C'est excessivement dur. Je me suis dit, c'est moi qui suis mauvais. Il faut s'entraîner, il faut apprendre à jouer, à contrer Monsieur Cauchemar, quitte à ne pas jouer sa stratégie, mais vraiment jouer contre lui, ce qui déjà gâche un peu le plaisir du jeu, mais même en faisant ça, il est ultra pété. Donc encore une fois, je regarde sur BGG si c'est moi, et tout le monde le dit, le mode solo est infaisable. Monsieur Cauchemar est trop pété, même en facile, le jeu n'est absolument pas bien calibré, et c'est dommage, parce que le jeu est plaisant, mais Monsieur Cauchemar, notre adversaire virtuel, est beaucoup trop frustrant, qui fait que finalement c'est pas amusant. J'en ai fait 4 parties sur 2 jours de suite pour essayer de me dire c'est bon, je vais y arriver, je suis pas plus bête qu'un autre, mais vraiment il est beaucoup trop fort. C'est dommage, le jeu est beau, il y a une bonne idée, mais pour du solo, c'est vraiment pas calibré. C'est vraiment un jeu à jouer en multijoueur avec des gens de votre niveau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner un petit commentaire sur ces jeux. Dites-moi si vous les connaissez, si vous avez envie d'y jouer, ce que vous jouez en ce moment, ce à quoi vous jouez en ce moment, si vous avez envie de m'en parler. Il y a, je sais pas s'il y aura des liens affiliés cette fois-ci sur les jeux, parce que les jeux sont quand même assez vieux, je ne sais pas s'ils sont encore disponibles, mais si jamais en description il y a peut-être des liens affiliés Lodoom pour vous les procurer. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Ciao ciao.